merci pour votre présence. Alors, je dispose d'une heure, et il y a une partie, on en parlait tout à l'heure avec le jeune homme, qui est réservée aux questions. J'ai un sujet, je suis désolé, qui est assez long. Alors peut-être qu'à la fin, nous aurons assez peu de temps pour les questions, mais bon, s'il y a des questions supplémentaires, je serai à votre disposition pour y répondre. Donc en fait, le sujet du jour, c'est évidemment une de nos spécialités dans notre cabinet depuis une quinzaine d'années. Donc c'est comment tendre vers le zéro déchet en entreprise. Je passerai assez rapidement sur le contexte, mais celui-ci et vous le verrez, est extrêmement important. Ensuite, nous aborderons justement pourquoi changer le modèle et justement adopter une approche innovante et globale pour tendre vers le zéro déchet. Ensuite, quels sont les freins et les contraintes, parce qu'ils existent de façon interne et externe et sont assez nombreux quand même. Et enfin, quelle méthodologie justement nous avons développée pour accompagner une entreprise justement vers le zéro déchet. Juste à la fin, s'il me reste un petit peu de temps, c'est pas sûr, on a développé des outils électroniques et digitaux qui permettent justement dans l'entreprise de pouvoir suivre les flux et pouvoir mener justement les actions correctives, tracer justement notamment même tous les problèmes de non-qualité de tri. J'espère avoir le temps de le faire. Alors là, je vais passer assez rapidement. Donc c'est moi. Alors j'ai créé le cabinet il y a 15 ans, donc cabinet Optime 2S. On fait partie d'un groupe, en fait, je vous présenterai rapidement tout à l'heure, dans lequel nous avons 4 sociétés. J'ai fait auparavant toute ma carrière comme directeur développement dans la partie valorisation déchets industriels, donc dans le groupe Suez, et auparavant donc à la direction développement de la branche conseil environnement de la Caisse des dépôts. Alors, notre groupe, Green Lever, nous avons en fait 2 pôles. Un pôle alors toutes nos structures sont tournées justement vers l'optimisation du post-environnement. 2 de nos structures sont leaders en Europe en fait dans tout ce qui est développement, conception, fabrication de systèmes non chimiques pour la lutte contre les organismes nuisibles en fait. En France, on protège 7 ou 8 000 transformateurs RTE par exemple contre les rongeurs avec des systèmes basse fréquence, moyenne fréquence, IoT, 4G, enfin, et ce type de choses. Alors évidemment, sur le salon EnviroPro, seules 2 de nos structures sont présentes. Optime 2S, je vous en ai déjà parlé rapidement tout à l'heure, et Androtech, qui notamment a développé le système Waste Monitor, qui permet justement d'aider, plus que d'aider, mais de maîtriser la non-qualité. Optime 2S, donc c'est 4 pôles en fait qui travaillent très souvent sur les dossiers, même presque automatiquement en synergie. Donc une partie conseil opérationnel, ingénierie études, une partie accompagnement vers la performance globale, au travers notamment évidemment de la démarche zéro déchet que je vais vous présenter là ici, stratégie RSE, et puis on en parlera également beaucoup à la fin, c'est-à-dire qu'on a mêlé en fin de compte l'ingénierie environnementale à la démarche de Lean and Green et de Lean Management en fait. Dernier pôle, développement d'outils digitaux. Alors, je passe là aussi rapidement. Notre objectif, en fait, c'est d'apporter une offre adaptée aux entreprises, parce que chaque entreprise n'a pas la même sensibilité environnementale, chaque entreprise n'a pas la même ambition environnementale, n'a pas la même taille, la même structure. Donc, en fait, on adapte notre offre de la réduction des coûts et des impacts environnementaux jusqu'à la performance globale et la stratégie RSE.
quelques-unes de nos références. Je dis bien quelques-unes parce que nous avons effectué 650 missions, je crois, depuis 15 ans. On est présent évidemment beaucoup en France, parfois donc, dans des très gros groupes, justement, nationaux et internationaux. Et on travaille en Europe, dans les pays limitrophes. Alors, je vais m'arrêter quelques dizaines de secondes pour retracer un petit peu l'histoire, c'est-à-dire replacer le déchet dans son contexte. Bon, le déchet, évidemment, notamment en Viropro, on en parle beaucoup, mais c'est un produit qui a une histoire relativement courte par rapport à l'existence de l'humanité. Donc, comme vous le savez, l'homme est arrivé sous sa forme actuelle à peu près il y a un peu plus de 500 000 ans. Et en fait, on a commencé à se préoccuper du déchet, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de problème de déchet, c'était de l'organique, du minéral, donc de toute façon, naturel, ça ne se posait pas. Les premières problématiques qui ont commencé à se poser ont été, je dirais, au milieu du Moyen-Âge, lorsque les gens ont commencé véritablement à se regrouper, et la première problématique de déchets était surtout des déchets, en fait, à queue, c'est-à-dire déjection, des choses qui retournaient à la rivière ou à l'eau et qui, notamment, il y a eu une peste importante au milieu du Moyen-Âge, étaient source de maladies. Donc on peut dire que le premier qui est œuvré au niveau du déchet, c'est François Ier, qui a mis en place un service de collecte, ce qu'on appelle des boues. C'est pour ça d'où vient le terme boueux, qu'on a tous connu, je dirais, à une époque de notre vie. Les collecteurs de poubelles, quand j'étais petit, on appelait ça les boueux, vulgairement, ça vient de cela, c'est-à-dire, en fin de compte, c'était un service de voirie qui collectait les boues pour les externaliser, en fait, au niveau des villes. Alors, ensuite, je vais aller relativement vite, c'est-à-dire que au 19e, même s'il y a eu, j'allais dire, évidemment, un développement important de l'industrie, le problème de déchets se posait relativement peu. Pourquoi? Parce que les matières étaient encore rares. Matières, j'allais dire, les métaux, les tissus. Et donc sont apparus, en fin de compte, les chiffonniers. Alors là où ça a commencé à devenir, je dirais, vraiment une grosse problématique, c'est après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'humanité ayant survécu à 6 années d'horreur, eh ben, je dirais, a voulu profiter d'une société de consommation poussée par une taylorisation qui a permis de réduire le coût des produits. Et à ce moment-là, je dirais donc, véritablement est apparu des milliers, des millions de tonnes de déchets petit à petit. Alors, la réponse qui a été apportée, et vous verrez, on parlera un tout petit peu de la réglementation, mais très court, hein. La réponse qui a été apportée en fait dans les années 70 pour donner un cadre réglementaire, parce que ça commençait à devenir justement j'allais dire, ça commençait à avoir un impact très important, eh bien, la réponse qu'on a apportée en fin de compte était juste une réponse en termes de collecte et en termes de sécurisation des exutoires de façon à éviter qu'on puisse retrouver n'importe où, n'importe comment. Alors, ça, c'était dans les années 70, mais moi qui suis, j'allais dire, un vieux dans le secteur, eh bien, je pense que les choses n'ont pas véritablement évolué, et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, justement. Alors, il y a une chose qui est claire, et c'est l'objet, justement, maintenant on va passer dans le dur, eh bien, de mon intervention, c'est-à-dire que collecter, trier les déchets, les traiter, les valoriser, c'est bien, il faut le faire, bien évidemment, et il faudra le faire de mieux en mieux. Mais de toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne suffira pas. Donc, on a deux possibilités, c'est-à-dire soit d'aller dans le mur, c'est-à-dire continuer avec un système d'acteurs du déchet qui fonctionne comme ça fonctionne aujourd'hui, mais le tout poussé par les politiques, en fait, ou alors passer, j'allais dire, à une autre vision du déchet dans les entreprises
et auquel cas passer, je dirais, à une gestion du XXIe siècle. Donc reprendre la main sur le poste déchet, tendre vers le zéro déchet, ça impliquera quoi? Ça impliquera justement de changer en fin de compte la stratégie d'entreprise, ça impliquera une vision politique évidemment différente, ça impliquera là aussi que tout ce qui est concours bancaire et j'allais dire même vision comptable soit modifié, c'est-à-dire qu'on intègre justement l'impact environnemental d'une entreprise dans le bilan d'une entreprise et ça intégrera évidemment une évolution de l'industrie du déchet, voire même peut-être, quand on parle de valorisation, l'existence plus tard d'un waste coin. On parle beaucoup du bitcoin, mais pourquoi pas un waste coin plus tard? Quelques mots. Bonjour. Quelques mots sur... on parle toujours de déchets, bien sûr, c'est le sujet, je l'ai dit, mais avant tout, en fait, on a un problème qui est un problème démographique en France, qui fait que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, si on reste dans le modèle existant, de toute façon, il n'y aura pas de solution. Quelques chiffres. À peu près 500, enfin bon, sous sa forme actuelle, 500 000 ans à peu près que l'homme est sur Terre, on va dire, me ressemblant un petit peu. Il a fallu 300 000 ans pour arriver au premier million de personnes. Il a fallu attendre 1800 donc, pour atteindre le milliard de personnes. Nous sommes à 8 milliards de personnes et en 2050, on sera peut-être à 10 milliards de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un problème évidemment démographique, mais qui pose un problème automatiquement de ressources. Aujourd'hui, nous consommons en fait 1,8, je dirais, nous consommons la production terrestre au niveau d'1,8 fois, c'est-à-dire en fin de compte, quand on arrive au mois de mai, eh bien, on a déjà, enfin on consomme à crédit en fait, si vous voulez, sur les ressources naturelles de la Terre. Et en 2050, eh bien, nous serons sans doute à 2,5. Donc c'est quelque chose là aussi qui ne peut pas, je dirais, continuer. Quand on parle de démarche zéro déchet, on parle, et je vous le dirai, absolument pas d'augmenter, si on augmentera le recyclage, il faut le faire bien sûr, mais surtout également préserver la ressource. Si la notion de déchet est récente, la réglementation, elle, est très récente aussi. Beaucoup d'entre vous doivent le savoir, la première loi cadre sur le déchet, 15 juillet 1975, avec une définition qui fait assez peur en fait. C'est tout bien, tout matériau que sont détenteurs destinés à l'abandon. Donc ça veut dire, j'achète une voiture, en 1975, j'achetais une voiture le matin, l'après-midi, ça pouvait être un déchet en fait. Hein, donc c'était à mon bon vouloir. Alors, ce qui s'est passé, donc ensuite, il a fallu attendre quand même presque une vingtaine d'années pour que sous Brice Lalonde, on ait en fait une deuxième notion qui apparaisse, qui est la notion de déchet ultime, c'est-à-dire bon, le déchet du déchet, celui que techniquement et économiquement, on ne peut plus valoriser. Et donc, la première obligation était, à ce moment-là, eh bien, de trier le carton à condition qu'on en produisait plus de 1,1 m3 par semaine. Alors, ça c'était la loi. On voit que le décret 5 flux est apparu il y a que 6 ans à peu près. Et on a remis une couche au niveau du décret 5 flux. Pourquoi? Parce qu'en 2015, il y avait encore beaucoup d'entreprises qui, même produisant 2, 3, 4, 5, 10 m3 de carton par semaine, n'en faisaient pas le tri. Alors, les objectifs, pourtant, je parle des objectifs nationaux, politiques, européens, sont évidemment ambitieux. Je ne pense pas qu'on les atteindra. Comme vous le savez, ils sont de
diminuer 50% en fin de compte le tonnage de déchets non dangereux en fait mis en centre d'enfouissement. Si on y arrive, ça veut dire qu'on tordra, j'allais dire, soit les filières, soit les statistiques, mais je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'en tordant les statistiques, on y arrive. Et puis évidemment, l'objectif est de réduire fortement le volume de plastique, parce qu'un chiffre que je ne vous ai pas donné, c'est qu'il y a des experts qui ont indiqué qu'en 2050, il pourrait y avoir plus de tonnage de plastique dans la mer que de poissons en fait. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça fait peur. Alors, vous allez m'entendre certainement un peu critique par rapport à cette réglementation. Parce que si elle a le mérite d'exister, si elle donne un cadre, elle est quand même assez perverse, je trouve, parce qu'elle a en fait donné lieu à une industrialisation du déchet. Pourquoi ? Bien parce que c'est devenu, j'allais dire, une source de développement. On voit bien, il y a le groupe dans lequel je travaillais, j'ai devenu un des leaders mondiaux avec Veolia. Bon, Paprec n'est que la résultante d'une congrégation d'autres sociétés qui se sont développées dessus. Et puis il y a quand même 1200, à peu près, je crois, un petit peu plus, 1200 sociétés eh bien, qui vivent et qui vivent très bien justement de cette, j'allais dire, de cette industrie. Alors, la réglementation est exclusivement axée sur j'allais dire, des obligations d'agrément, de collecte, d'agrément d'exutoire en fait, surtout. Mais il y a peu de choses qui imposent en fait, si vous voulez, le chef d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on peut dire que déjà le mot déchet était un terme choisi, c'est-à-dire que c'est le seul mot que je connais en latin, donc je n'ai pas crâné, mais ça vient du latin déchier, qui veut dire justement déchu et écarté en fait. C'est-à-dire c'est un produit qui n'a jamais intéressé. Bien évidemment, j'ai une entreprise, j'ai du déchet, mais heureusement, il y a des gens, la réglementation me l'impose, qui vont s'occuper de mes déchets. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu ? Un désintérêt presque total des chefs d'entreprise pour ce sujet, une déresponsabilisation en disant je respecte la réglementation, je confie ça à une société, j'ai eu tous les agréments possibles, c'est bien. Si j'ai un contrôle de l'Adréal, je peux fournir tout ce qu'il faut. Et enfin, pas ou peu de prise de conscience. Donc, on le voit bien justement, il y a, si la comptabilité dans les entreprises, même petites, est toujours parfaite, lorsqu'on fait des audits pour des groupes qui ont 400 ou 500 sites, des groupes connus, vous avez vu certaines belles enseignes sur nos références, eh bien, on met parfois 3 à 4 mois à réunir l'ensemble des factures qui concernent le poste déchet. Nous avons des clients qui dépensent 4 millions et demi pour 300, 400 sites à peu près, et qui ne savent pas à 700, 800 000, 1 million d'euros près, combien ils dépensent. L'entreprise, donc, j'ai un reflet, donc j'ai toujours un petit temps d'arrêt. L'entreprise, donc bien sûr, et c'est le message évidemment que je vais étayer derrière, doit reprendre la main sur son poste déchet parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative à la question. Alors le chemin du bon sens, c'est évidemment reprendre la main sur son poste déchet et réduire les coûts environnementaux. C'est-à-dire quand je parle de déchets, je parle bien sûr des déchets solides, mais vous verrez, je parle des rejets à queue, je parle évidemment de ce qui peut être dégagé à l'atmosphère. C'est vraiment le déchet au sens large. Ensuite, eh bien, c'est optimiser justement l'utilisation des ressources, parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et je ne suis pas le seul à le dire si vous voulez, c'est que même si on valorisait, ce qui est très très loin du cas,
même si on valorisait 100% des déchets qui sont produits, bah, de toute façon, on tomberait contre un mur. Pourquoi? Parce qu'on aurait un problème de ressources qui, en 2050, il nous manquerait à peu près la moitié. C'est-à-dire vous avez une voiture, et ben, il vous manque la moitié du plein pour aller où vous voulez aller, donc on n'irait pas très loin. Et enfin, bien sûr, c'est ce que nous défendons, c'est-à-dire auprès des chefs d'entreprise, c'est que cette démarche, ben, non seulement elle va être obligatoire de façon à je dirais, assurer l'avenir en fin de compte de chaque structure économique, mais en même temps, elle est source de nouveaux marchés, elle est source de meilleure image, elle est source d'avantages concurrentiels, elle est également source de rentabilité économique. Alors, il y a une phrase que j'ai reprise parce que je l'ai trouvée très intéressante, c'est en 2004, dans les Échos. Louis Schefzer, qui était alors PDG de Renault, eh bien, disait déjà, et je ne sais pas ce qu'il disait autrement, mais je trouve que cette phrase-là est tout à fait bien sortie. Le développement durable n'est ni une utopie, ni même une contestation, mais une condition de survie de l'économie de marché. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai que c'était en 2004. Alors, maintenant, le zéro déchet, les enjeux, ben évidemment, c'est anticiper la réglementation, c'est répondre aux attentes des parties prenantes, l'ensemble des parties prenantes, et Dieu sait si maintenant la pression est de plus en plus forte, c'est évidemment réduire les contraintes des équipes sur site, parce que démarche zéro déchet rejoint en fin de compte tout à fait la démarche et la stratégie RSE. Enfin, c'est garantir l'image des marques et des enseignes, mais c'est préserver surtout, et j'insiste, parce que c'est surtout préserver la rentabilité des entreprises, et cela à long terme. Préserver les ressources, limiter l'impact environnemental, et en fin de compte, arriver dans une gestion d'entreprise qui ne soit plus verticale, comme je vous montrerai tout à l'heure, mais qui soit justement transversale. Alors, 2 chiffres intéressants. Les leviers environnementaux, au minimum, s'ils sont bien travaillés, je dis bien travaillés, eh bien, peuvent représenter une source de gain, de compétitivité pour l'entreprise de minimum 20%. Et je connais des entreprises pour lesquelles nous avons travaillé, et nous avons pu obtenir des économies, nous allons faire des économies d'1 million, 1,5 million sur ces postes-là, et juste, j'allais dire, avec un ROI ne dépassant pas, si vous voulez, 1 an et demi. Deuxième chiffre intéressant, que je contesterai un tout petit peu, chiffre ADEME, il est clair, oui, c'est-à-dire que ce que paie l'entreprise lorsqu'il paie ses factures à ses prestataires, eh bien, ça n'est qu'une toute petite partie de son coût déchet global. On le sait, parce que qui dit déchet, ça veut dire que c'est de la non-qualité de production. Qui dit déchet, c'est du gaspillage. Qui dit déchet, c'est j'allais dire, des emballages et autres. Bon, le chiffre exact, nous, on a fait aussi nos propres statistiques, si vous voulez, donc au niveau des 650 à peu près missions réalisées. Bon, alors on va dire que c'est une fourchette qui va de 6 fois à 20 fois à peu près. Alors, la démarche zéro déchet, le zéro déchet, on en parle là aussi beaucoup. On voit beaucoup de choses hein, dans les médias, sur Internet, et puis des tas d'initiatives, bon, que je trouve fort sympathiques, mais pour illustrer le zéro déchet, on vient nous montrer des bouteilles de plastique retournées avec j'allais dire, le fond qui est coupé pour permettre d'arroser les tomates, je plaisante, où on voit également des salons
en fin de compte des fauteuils de salon qui sont réalisés soit avec des big bags, soit avec des sacs en toile de jute. Bon, évidemment, ça participe à j'allais dire, réutiliser un produit de façon, j'allais dire, différente, mais ce n'est absolument pas la démarche zéro déchet, ça n'a rien à voir à celle que les chefs d'entreprise doivent avoir. La démarche zéro déchet s'appuie en effet sur un processus en fin de compte de modification, mais sur l'ensemble, sur une modification sur l'ensemble de processus de production, mais également de distribution. Notion de performance maintenant. Le concept de performance peut être défini comme étant le résultat obtenu par rapport aux efforts engagés et aux ressources consommées. Donc voilà, il faut toujours, lorsque on engage une démarche zéro déchet dans l'entreprise, avoir cette deuxième ligne là bien en tête en fin de compte à chaque fois qu'on évalue et qu'on étudie en fin de compte des hypothèses. Lorsqu'on engage une démarche justement de zéro déchet, une recherche de performance, eh bien, il va falloir faire comme nous le faisons justement pour les produits intentionnels, définir des objectifs au regard des produits intentionnels en fait, et puis à chaque fois dans le processus de décision d'entreprise, regarder qu'est-ce que ça va impacter en fait au niveau du produit non intentionnel. Produit non intentionnel, je le répète, c'est des rejets à l'atmosphère, c'est du bruit, c'est de l'insécurité au poste de travail, c'est des rejets à queue, c'est des déchets solides, plus ou moins dangereux, DID, DND. Alors, nous allons aborder justement maintenant ce qu'est une approche innovante, et donc je vais revenir sur cette notion, pour être très clair, de produits intentionnels et de produits non intentionnels qui, pour nous, c'est clair, si on veut bien avancer et d'une façon structurée dans une entreprise, il est nécessaire en fin de compte d'intégrer dans son, j'allais dire, dans son système de réflexion. Ce synoptique est très schématisé, mais prenons une entreprise, un processus d'entreprise. Alors ça peut être très simple, hein, ça peut être un centre logistique. J'ai des palettes qui arrivent d'un côté, c'est déconditionné, bon, et puis ça repart en plus petit conditionnement. C'est un process très compliqué. C'est une papeterie, où là, en fin de compte, je vais avoir des balles de papier récupérées, et puis un process très complexe, très coûteux. Peu importe. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai en données d'entrée des matières premières, des ressources humaines et de l'énergie. Un processus de transformation, mais mon entreprise, on est bien d'accord, je ne voudrais pas dire que le chef d'entreprise doit avoir une démarche zéro déchet parce qu'il doit oublier son cœur de métier. Pas du tout. Son cœur de métier, c'est de satisfaire le client avec des produits finis et des services qui répondent exactement à ses attentes. Par contre, manque de peau, plus ou moins impactant, suivant le type de, j'allais dire, de processus, justement, eh bien, on ne va pas avoir que ces produits intentionnels. Je vous l'ai dit, je vais avoir des déchets, je vais consommer des ressources, matières premières, énergie, je vais avoir un impact carbone, et je vais avoir des rejets à queue, des rejets atmosphériques, je vais avoir du bruit, de la sécurité, enfin, des problèmes de sécurité, des problèmes de stress, de perte de motivation, en fait. Et tout ça, en fin de compte, c'est incontournable, en fait, pour le fonctionnement de l'entreprise sur sa forme actuelle, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, c'est vraiment, je dirais, ce slide, même, c'est pas pour sa qualité, parce que ma foi, elle est bien maigre, mais c'est vraiment la base de la réflexion. Et ce qui va alourdir les choses, c'est qu'au niveau de ce produit non intentionnel, eh ben, je vais avoir non seulement des risques de perte de marché, de troubles sociaux,
de perte de rentabilité, de pénalité, d'amende, mais en même temps, je risque justement de, ce qui est souvent le cas, de ne pas satisfaire une grande partie de mes parties prenantes, qui sont en fait les gendarmes de l'environnement, c'est leur métier, hein, donc les clients, les fournisseurs, les salariés, la collectivité sur laquelle le terrain de l'entreprise justement est situé, les associations écologistes qui évidemment font leur métier et sont de plus en plus, j'allais dire, attentives, on va dire à ce niveau-là. Alors, excusez-moi, j'ai dû approcher trop près. Au niveau du produit intentionnel, vous allez dans n'importe quelle entreprise, petite, moyenne ou grosse, on se rend compte que le chef d'entreprise, qui est généralement un monsieur ou une dame très sérieux, a déployé tous les moyens nécessaires, que ce soit financiers, ressources humaines, et j'allais dire d'innovation, pour satisfaire en fin de compte la demande de son client, c'est-à-dire un produit qui soit bien placé au niveau du prix et qui soit en même temps qui réponde à toutes ses attentes en termes de qualité, en termes de fonctionnalité. Et là, donc, on va retrouver les services en vert, si vous voulez, qui vont être la plupart du temps, j'allais dire, qui vont être de la meilleure efficacité. Et puis, même quand nous auditons de très grosses entreprises, eh bien, pour la partie qui concerne les produits non intentionnels, eh bien, c'est pas du tout péjoratif parce que ces gens-là font un métier admirable et puis ils ont d'autres casquettes, mais la gestion des déchets, la surveillance de la station d'épuration, et puis les problèmes de bruit, tout ça, ça va être confié à, j'allais dire, de façon un petit peu légère, sans aucun moyen, en fait, sans aucune planification, eh bien, à un monsieur qui s'occupe déjà peut-être des services généraux, des services techniques, enfin et autres, et c'est ce qu'on retrouve à peu près dans 95% des sociétés qu'on peut auditer. Alors les freins et les contraintes existent parce que si je dis il faut le faire, c'est pas parce que je veux porter un message, j'allais dire messianique, mais bien sûr il faudra le faire et ceux qui s'en rendent pas compte aujourd'hui le sauront la semaine prochaine ou le sauront à mon avis au plus tard en 2025. Mais il y a des freins qui sont importants, c'est-à-dire les freins externes, les prestataires sur lesquels je ne tape absolument pas, mais en fin de compte, je ne joue pas forcément le jeu là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une certaine opacité. Opacité, on voit bien au niveau parfois des filières, opacité au niveau des cours notamment. Le problème chinois, vous savez, qu'il y a eu il y a 2 ans et demi, là, les cours sont tombés à zéro, là. Mais on a dit, c'est mort, parce que les Chinois ne veulent plus de nos cochonneries, 4 millions de tonnes. On n'a pas les filières en France pour les valoriser. Et voilà, maintenant vous allez payer. Enfin, donc, ou au mieux, estimez-vous heureux que vos déchets soient collectés pour zéro. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que le carton aujourd'hui est à 160 € la tonne, et il est remonté depuis très longtemps. Mais par contre, combien d'entreprises nous auditons qui sont encore, si vous voulez, avec des matières qui sont reprises à 0, 10 €, 20 € la tonne? Elles sont excessivement nombreuses, et pas simplement sur ce produit. Donc, certaines opacités, manque d'investissement dans les filières. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus facile. Je parlais de cette réglementation qui justement est arrivée en 1975. Eh bien, il était très facile à l'époque, et même ensuite, eh bien, de gagner de l'argent tout de suite en collectant, en mettant cela en fait en compte dans des filières existantes, que d'investir, vous imaginez, il y a 20 ans, 25 ans, dans des filières de valorisation de plastique. Je pense que si quelqu'un avait proposé ça parmi les acteurs de l'industrie du déchet, je pense que tout le monde lui aurait rigolé au nez à l'époque, et même maintenant. Donc,
évidemment, problème de qualité des matières premières secondaires. Et c'est là où justement la maîtrise de la qualité du tri va devient extrêmement importante, parce qu'on sait qu'une matière mal séparée, je ne parle pas de mal triée, je n'aime pas le tri, parce que le tri, ça veut dire qu'on a déjà mal fait le boulot avant et il faut réintervenir derrière. C'est antiproductif. Mais une matière mal séparée, en fait, eh bien, ne pourra pas aller dans les filières de valorisation qui lui sont destinées. Problème également de dispersion des petits gisements. Là, on travaille pour une fédération, une grosse fédération dans le sud de la France, 1700 entreprises. On travaille à la fois verticalement pour trouver des solutions en interne dans les sociétés, mais on travaille également la mutualisation de ce qui peut être effectué en fait pour optimiser la logistique et également les filières. Et enfin, j'en ai parlé déjà, donc les contraintes logistiques. Alors, contraintes internes, l'engagement de la direction. Chef d'entreprise, il a beaucoup de choses à faire. Et il n'a pas toujours, je l'ai dit tout à l'heure, donc conscience. Et l'engagement de la direction, eh bien, combien d'entreprises dans lesquelles on intervient, même des grosses, vous avez le service environnement qui, entre guillemets, essaie de faire pour son mieux, en fait, hein, qui engage des actions, mais on se rend compte, lorsqu'il s'agit de mettre en place des plans d'action à court terme, moyen terme et long terme, qu'il n'y a pas, en fin de compte, l'appui de la direction. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, on dévie et parfois, eh bien, on n'aboutit pas. Donc, manque de lignes stratégiques claires et ambitieuses. Il y a une gestion différenciée, mais dans toutes les entreprises du produit intentionnel et du produit non intentionnel, ça il faudra justement l'éviter. Manque d'autorité de la fonction environnement également. Fonction environnement, nous c'est ce qu'on dit à tous les dirigeants, elle devrait être pratiquement à côté du chef d'entreprise. Je parle évidemment dans les entreprises de taille moyenne plus et grosses entreprises. C'est souvent pas le cas. C'est une fonction qui aujourd'hui se trouve encore en bas de l'échelle. Et enfin, donc, manque de budget R&D et puis manque d'accès à une information qui est fiable. Parce que l'information, j'allais dire... Merci. Merci. J'ai écarté le micro, je disais merci au jeune homme parce que je ne m'en rendais pas compte. Donc alors, je passe rapidement parce qu'il me reste peu de temps. Pour résumer, aujourd'hui, on a une gestion et une vision différenciée en fait du produit intentionnel et de l'ensemble des déchets. Bon voilà, ça c'est la grosse épine dans le pied. On a justement un management et une approche verticale. Je donne un exemple, vous voyez le nombre de compétences qu'il y a ici sur EnviroPro. Je parle sur l'eau, tout ce qui est décarbonisation. Je parle également de tout ce qui peut être déchets, qui est notre sujet aussi, enfin déchets solides. Eh bien, on va avoir en fait eh bien, des services qui vont travailler et prendre des décisions de façon verticale, mais sans prendre en compte, en fait, si vous voulez, l'ensemble de ces paramètres. Et enfin, eh bien, on a une tendance, mais ce n'est pas une tendance, c'est une habitude à gérer les problèmes en bout de chaîne, en fait. Alors, c'est quoi la gestion en bout de chaîne? Je vais y venir là tout à l'heure. Nous, on pense, chez Optim2S, en fait, qu'on pourrait ranger, alors si on voulait faire simple, hein, mais bon, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, on pourrait ranger, en fait, les entreprises en 3 catégories. Celles qui ont une approche, on va dire, réactive, avec vraiment une intervention en bout de chaîne, comme je l'indiquais tout à l'heure. Celles qui ont une approche plutôt proactive, mais qui sont au milieu du gué, on va dire. C'est-à-dire, en fin de compte, qui ne prennent en compte que la gestion du déchet, mais qui l'intègrent sur l'ensemble du processus. Et enfin, l'approche innovante, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est une approche transversale, où en fin de compte, on a une vision 360 degrés de la conception du produit
jusqu'à sa fin de vie, y compris dans son processus de transformation. Alors, je passe vite, hein, gestion en bout de chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mes intrants, vous savez, le premier schéma que je vous avais montré, mon processus de transformation, process d'entreprise, j'ai mes produits intentionnels d'un côté, et de l'autre côté, j'ai mes déchets. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle un prestat, je lui dis, ben voilà, il faut mettre soit des bennes, soit des compacteurs, et tout, etc. Et puis vous me collectez ça, puis vous en faites ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez. Évidemment, d'une façon réglementaire, mais je me repose totalement sur vous. Alors, gestion optimisée, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ça veut dire que avant de confier les déchets à un prestataire, on va déjà regarder à chaque étape du process d'entreprise, eh bien, ce qu'on peut, j'allais dire, éliminer ou ce qu'on peut déjà séparer. Alors, on va intervenir au niveau des achats, voir si on peut diminuer le nombre de conditionnements. On va travailler sur l'organisation, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans ce que je disais, c'est-à-dire le tri du déchet, qui est à mon avis un non-sens dans une entreprise, c'est-à-dire la séparation à la source en fait. On va regarder sur tout le process, qu'est-ce qui est produit, et puis comment on peut d'une façon ergonomique mettre en place des postes qui permettent à l'opérateur, sans geste supplémentaire en fait, si vous voulez, de mettre le bon produit au bon endroit. Et enfin, lorsque tout ce travail sera fait, eh bien, on aura à l'extérieur en fait des conteneurs. Bon, alors, il faudra ensuite décider lequel est le meilleur en termes logistiques. Et on va consulter des prestataires sur, justement, pour collecter, pour reprendre, pour acheter, pour traiter les produits qu'on aura mis à sa disposition. Alors, dans le cadre d'une approche innovante et globale, eh bien, on va évidemment faire la même chose que ce que j'indiquais tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter, mais en même temps, on va avoir une approche ici au milieu, transversale, c'est-à-dire en fin de compte, on va avoir une approche de questionnement. On a des questionnaires qui sont extrêmement adaptés et construits en fait, pour voir quels sont, j'appelle ça moi les trous dans la raquette, au niveau de l'organisation, qui permettrait justement d'intégrer cette réflexion déchets dès la conception du produit, dès les approvisionnements, et évidemment dans tout le processus de transformation. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a une variable, hein, c'est-à-dire qu'on a tout type de site, tout type de process, plus ou moins compliqué, et avec des ressources dans l'entreprise, là aussi, qui varient suivant la taille de l'entreprise et ce qu'on peut dédier à cela. Mais par contre, la dernière approche que j'ai indiquée nous permettra, en plus de l'optimisation, j'allais dire au niveau ingénierie et au niveau filière, eh bien, de pouvoir travailler sur tous les leviers du PDCA, au niveau du management, de l'organisation, de la formation, de l'information, au niveau de l'innovation, de la qualité, et on va en fait intégrer tous ces services de l'entreprise à cette démarche zéro déchet. L'objectif, eh bien, avoir un système de management global, c'est-à-dire en fin de compte une vision, une stratégie globale, mais surtout, je dirais, c'est ce que nous remettons nous, au niveau du livrable à tous nos clients ensuite, c'est-à-dire un plan de route, un plan d'action qui est très détaillé, où nous retrouvons en haut les actions court terme qui les mènent et les résultats que ça amène, en fait, si vous voulez, les résultats attendus.
En deuxième lieu, les actions moyen terme et les actions long terme. Tout ça pour satisfaire justement une performance en termes économiques, sociétales et environnementales, et puis rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Alors, Optim2S, je vous en ai parlé au niveau de son métier, de ses références, et puis de notre culture en fait. Lorsqu'on a voulu avancer encore plus loin sur la démarche zéro déchet, on s'est rendu compte en fait qu'on était obligé d'intégrer des techniques, des méthodologies que l'on trouve dans le lean management. Donc on s'est associé en fait pour le développement de cette méthodologie au plus gros cabinet, enfin le plus expert je dirais en France en termes de lean et de lean and green, qui est Axiom Performance en fait. Donc alors il faut savoir que notamment Koshi Yama là est justement ce qu'on appelle un sensei, c'est-à-dire c'est un maître de l'anti-gaspillage en fait, hein, c'est ça. On peut dire au Japon c'est un maître de l'anti-gaspillage, et c'était le lean manager de Canon, qui était la première société certifiée en ISO 14000 en 1990. Donc notre méthodo, en fait nous avons deux pans d'intervention en fait. C'est-à-dire que on va faire une approche très technique et très précise au niveau, en fin de compte, de l'ingénierie des déchets, c'est-à-dire l'état des lieux, où est-ce que c'est produit sur le site, en quelle quantité, quelle qualité, quels sont les modes de production. On va ensuite évaluer toutes les hypothèses possibles, et on va regarder pour chacune, quelles sont les contraintes techniques, économiques, et quels sont leurs degrés de performance. Et enfin, justement, on va faire des préconisations extrêmement précises sur l'organisation. À côté de cette approche, qui est une approche d'optimisation environnementale et sur laquelle, je vous disais, on fait automatiquement économiser à nos clients, le minimum d'économie qu'on a fait obtenir à nos clients en 15 ans, le minimum, c'est 27%, juste en adoptant cette démarche-là, à gauche. Celui où on a réalisé la plus grosse économie, c'est plus 1000%, c'est-à-dire en fin de compte, il dépensait 100 et après il gagnait 1000, vous voyez ce que je veux dire, hein, et ça représentait des millions d'euros. À côté de cette démarche, eh bien, nous allons avoir justement une approche de questionnement type lean management, méthodo, donc je disais qu'on a développé avec Axiom, et qui va nous donner en fait eh bien, un radar au niveau justement de la politique, de l'organisation, des services, des responsabilités d'autorité, des modes opératoires, c'est-à-dire des liens justement entre tous les services pour la prise de décision et justement pour intégrer ce paramètre produit non intentionnel à chaque décision. Et on va regarder ce qui se passe justement au niveau des responsabilités, au niveau des budgets, des procédures et des suivis. Et là, on va obtenir, en faisant un mix des deux, un radar extrêmement précis qui va nous permettre, comme je l'indiquais tout à l'heure, d'avoir un petit peu comme dans une radiographie, eh bien, les forces et les points faibles, surtout les points faibles justement de l'entreprise, d'établir nos objectifs et nos préconisations, et enfin justement de tracer un plan de route avec justement axe de progression, organisation, les cibles, les ressources, le suivi, et tout ça pour intégrer ce fameux tableau, synthétique, qui est plan d'action, court terme, moyen terme, long terme, avec à chaque fois le ROI en face et les éléments de mesurage. Je vais passer un petit peu vite. Notion importante là ici, c'est-à-dire, il faut savoir que notre démarche, quand je disais que c'est une démarche qui associe le lean and green, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois analyser exactement quelles sont toutes les sources de gaspillage
ce que dans le lean management on appelle les MUDA. Donc il y a 250 outils lean à peu près qui existent. Nous on en a retenu, j'allais dire une petite dizaine que nous avons adapté justement à cette méthodologie. Alors, donc, le questionnement, j'en parlais. Comme je vois le temps qui passe, je suis passé un peu rapidement sur 2 slides donc, qui n'apportaient pas beaucoup de valeur ajoutée. Les personnes qui souhaiteront, je pourrais leur envoyer cette petite présentation s'ils le souhaitent. Voilà, donc au niveau du questionnement, on va vraiment de la direction générale, c'est-à-dire en fin de compte pour qu'il nous indique quelle est son ambition, son plan de route à 3 ans ou 5 ans, et de façon derrière avoir justement cette approche méthodologique auprès de chaque service pour voir justement qu'est-ce qu'il manque au niveau de chaque service, dans les relations entre les services, eh bien, pour que l'organisation puisse atteindre les objectifs et l'ambition qui nous a été, en fin de compte, édictée par le chef d'entreprise. Alors, ça, c'est les principaux outils qu'on utilise, mais on en utilise d'autres, j'allais dire, si dans l'organisation, on reconnaît que ça peut avoir une utilité. Alors évidemment, ce qu'on appelle le QQ OQCP, en fait, l'écoute croisée, le 5S, le Kaizen, tout ça c'est très adapté, le 5M également. Et on intègre cela évidemment à une méthodologie en fait où on remet par poste en fin de compte des PDCA. Lorsqu'on parle de PDCA dans notre culture en fait européenne, on parle toujours du PDCA comme d'une roue en fait d'amélioration continue, logique pour l'entreprise, mais en fait qui n'a très souvent aucun relais, aucun engrenage en fait dans l'organisation. Et en fait, avec cette méthodologie qui semble peut-être quand on la présente en 45 minutes, 1 heure, compliquée mais qui est extrêmement simple parce que c'est ce qu'on recherche, eh bien on arrive à identifier à quels endroits on doit remettre dans l'entreprise, au cœur de l'entreprise, des mini PDCA en fait. Alors, un exemple de radar là ici, mais c'est du visuel et je passe rapidement. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est que alors ça peut sembler violent ce que j'écris là ici, mais je pense que l'avenir des prestataires, évidemment, quand je dis l'avenir des prestataires, je ne dis pas qu'ils le souhaitent, mais évidemment leurs organisations en profitent. J'en ai profité moi en tant que prestat dans un temps. L'avenir des prestataires, bien sûr, est le déchet. C'est-à-dire que la réponse qu'on va apporter, c'est de dire on va apporter plus de recyclage, on va faire plus de collecte. Tout le monde connaît les collectes sélectives sac jaune. Vous connaissez le principe, hein, c'est-à-dire chacun paie au niveau de ses emballages une taxe, et cette taxe qui correspond à des milliards est redistribuée aux collectivités pour mettre en place des collectes sélectives pour les sacs jaunes. Vous avez vu ce qu'il y a dans vos sacs jaunes ? Vous voulez savoir quel pourcentage est recyclé là-dedans? Non, très peu, très peu. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que plutôt que le camion de collecte passe 1 fois par semaine, il passe 2 ou 3 fois par semaine maintenant. Et bon, voilà, je pense que les solutions ne viendront pas, évidemment, à ce niveau-là. Et enfin, l'avenir des entreprises, évidemment, c'est d'aller dans le cadre d'une démarche transversale et d'aller dans une démarche zéro déchet. Alors, ça c'est en fin de compte la méthodologie classique en fait qu'on adopte, hein, parce que là on n'a rien inventé.
C'est-à-dire qu'on part évidemment de l'analyse qui, pour nous, vous avez compris, a deux parties dans notre audit en fait, deux parties dans notre audit, une partie ingénierie, une partie lean and green, et ensuite mise en œuvre classique, déploiement, et ensuite mesurage en fait. Et je vais venir au mesurage. Parce que lorsque, au travers des centaines de missions qu'on a pu effectuer, eh bien, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que lorsque, mais j'allais dire en étant d'une précision millimétrée, on identifiait une économie à faire si chaque matière était à son bon endroit de 5, 600, 700 000 euros, eh bien, 2 ans, 3 ans plus tard, on voyait que la dérive était telle, eh bien, que nous étions sur allez, à peine le 5e, et puis parfois justement aucune économie dans certaines organisations. Donc en fait, on a réfléchi, parce que dans le groupe il y a donc 4 sociétés, comme je vous l'expliquais, on a réfléchi justement à un outil qui associe l'électronique, le digital et le soft en fait, de façon à pouvoir maîtriser totalement de la production du déchet, c'est-à-dire dans chaque atelier, de l'opérateur, chaque opérateur, jusqu'aux filières de valorisation, maîtriser à la fois la qualité du tri, c'est-à-dire savoir à chaque fois s'il y a un problème de non-conformité, de quel atelier ça vient, de quel conteneur ça vient dans l'atelier, dans quelle benne ça a été mis, par qui, à quelle heure. Et donc, en fait, on associe le contrôle visuel, la détection RFID, et ça donne véritablement aux responsables déchets, en fait, eh bien, l'identification de chaque source en fait, de problèmes et de pouvoir mettre en place l'action corrective nécessaire. Ça permet également à la personne qui s'occupe du paiement des factures, de la gestion des contrats, d'avoir une gestion centralisée, c'est-à-dire en fin de compte un seul ERP pour justement visionner toutes les factures qui ont été envoyées. Elle peut vérifier à chaque fois si, et rapidement en fait, sur une facture, c'est la bonne pesée, parce que notre système permet de peser les déchets avant qu'ils soient enlevés par le prestataire. Sachez qu'autrement, ils sont pesés que chez le prestataire, et le prestataire envoie un bon de pesée. Alors, il y a beaucoup de prestataires qui envoient des bons de pesée. Il y a beaucoup de prestataires qui envoient des bons de pesée, on va dire, différents, suivant que la matière coûte, si c'est du déchet qui va en décharge, par exemple, ou suivant que la matière est rachetée. On va dire, allez, si on devait faire une moyenne, ce qu'on appelle j'allais dire le sous-tonnage, ça représente à peu près 25% sur les factures aujourd'hui. Alors, pour une société qui, en fin de compte, a des centaines de tonnes sur différents sites, si vous voulez, de métaux, des centaines de tonnes de carton à 160 € la tonne, des métaux qui parfois, si c'est du cuivre, du laiton, qui peuvent valoir beaucoup plus cher, ça peut représenter évidemment beaucoup d'argent. Et enfin, le responsable environnement, lui, va pouvoir non seulement avoir un accès direct sur tout ce qui se passe sur ces sites, challenger ces sites, et puis en même temps sortir tous ces indicateurs de performance pour voir justement quelles sont les évolutions. Donc on a détecté évidemment nos 3 sources d'erreurs avant de créer cet outil. La première source d'erreur, c'est évidemment en amont, tout à fait en amont,
c'est-à-dire là où est l'opérateur, on lui met un conteneur pour du carton, et on va retrouver du bois, des films par exemple. Et bien évidemment, il est clair que s'il y a une benne à carton qui est à l'extérieur, et bien lorsqu'on emmènera la benne à carton, et bien elle sera évidemment polluée par du déchet. Je vous rappelle une chose, mais vous le savez sans doute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les contrats des prestataires ont été refaits à cause des conditions économiques et réglementaires, ont été refaits, c'est-à-dire que un prestataire qui normalement vous achète le carton 100 € la tonne, aujourd'hui vous regardez dans le contrat, dans les petites lignes, si vous avez plus de 10% de matière indésirable, c'est-à-dire du bois, du film, enfin je sais pas, métaux, eh bien on va vous compter toute la benne, c'est-à-dire la tonne qu'il y a, au prix du DIB, avec une pénalité très souvent de 50 € à la clé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un 250 € la tonne de décalage sur une benne. La deuxième source d'erreur, c'est évidemment au niveau des regroupements des bennes. La troisième source d'erreur, c'est au niveau des poids, des déclassements, du nombre de rotations, de tout ce qui peut être, en fin de compte, erreur de facturation également. Donc là, on va pouvoir justement identifier si les opérateurs sont bien formés, si les modes opératoires sont bien respectés et qui, en fin de compte, et quel atelier a pêché, en fait, si vous voulez, dans l'organisation. On va pouvoir identifier justement quelles sont les actions correctives à mettre en œuvre et l'outil qui s'appelle Waste Monitor, en fait, qui associe ce que je vous avais indiqué tout à l'heure, eh bien, identifie les opérateurs qui sont habilités, autorisés ou interdits au dépôt de déchets. On va savoir également si un déchet a été apporté par quelqu'un qui ne fait pas partie de l'organisation. C'est le cas souvent quand on intervient dans des entreprises où, j'allais dire, c'est pas clôturé à l'extérieur et on a parfois des dépôts sauvages, vous voyez. Et le tout sera filmé en plus, donc le tout sera filmé. Et Waste Monitor identifie également les sources de non-conformité par atelier, par conteneur. Le deuxième point de contrôle, troisième point de contrôle, pardon. Bon, le prestataire est-il de bonne foi ou s'est-il trompé? Waste Monitor va peser les déchets avant qu'ils partent. Waste Monitor enregistre l'historique des apports et des non-conformités. Waste Monitor calcule automatiquement le nombre de rotations, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre la facture pour savoir si vous avez 10, 15, 20, 50 sites, combien de rotations il y a eu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la benne sera enlevée, nous, ça va interrompre en fait un petit rayon laser qui est juste à côté de la benne et qui identifiera que la benne est partie. Nous allons avoir en fin de compte à côté dans le logiciel en fait l'identification géographique de chaque prestataire qui intervient sur un site déchet pour la collecte, celui qui collecte le carton, les métaux et autres. Et comme nous aurons à chaque fois, sera calculé automatiquement, bien sûr le type de déchets qu'il collecte, mais également la distance qu'il a avec le site de production en fait, eh bien, comme le nombre de rotations est enregistré automatiquement, notre système va sortir automatiquement le bilan de gaz à effet de serre pour le carton, pour les métaux, enfin pour les différents déchets, et va enregistrer automatiquement le registre déchets. Voilà. Je suis désolé, j'ai débordé 3 minutes et j'ai pas laissé de place aux questions. Alors, mais je m'en doutais, mon truc était un peu dense. Bon. Désolé, vraiment. Alors, juste à chaud, parce que je pense qu'on ne va pas nous mettre dehors dans la minute, est-ce qu'il y a une question? Et s'il n'y a pas de question, sachez que bon, je peux vous laisser ma carte et je peux vous envoyer ensuite cette petite présentation, si vous le souhaitez. Voilà. Pas de questions? Bon, bah écoutez, dans tous les cas, merci pour votre attention et puis bonne fin de journée.